Dans cette partie, nous allons détailler un exemple de classification sur variables quantitatives. Pour cela, nous allons utiliser des données recueillies lors d'un projet de Master 2 par trois de nos étudiantes, Charlène Benisa, Maude Leportier et Lisa Desfeter. Ces étudiantes ont travaillé sur un test consommatrice sur des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres que nous avons choisis sautent au nombre de 8. Ils ont été choisis suivant deux facteurs expérimentaux. Un premier facteur expérimental, très important, a 4 modalités, la couleur, rose, brun, rouge et prune. Un deuxième facteur expérimental a 2 modalités, important également, brillant et mat. 2 x 4 égale 8 produits. Ces consommatrices ont été interrogées sur un ensemble de 204 variables réparties en 7 blocs. Un premier questionnaire de personnalité, un questionnaire d'usage et d'attitude vis-à-vis du produit, un questionnaire autobiographique, le test hédonique sur les rouges à lèvres, ce sont sur ces données que nous allons réaliser notre classification, un test d'association d'images, une mise en situation par rapport au produit, et un questionnaire classique de signalétique. Par rapport à ces données, nous allons comprendre la notion de distance, à partir de deux jeux de données légèrement différents. Un premier jeu de données, brut, et un second jeu de données dit transformé. Pour cette même notion de distance, nous allons regarder ce qui se passe à partir d'un même jeu de données, mais en utilisant des arguments différents de la fonction HCPC de FactoMiner. Enfin, nous allons comprendre la notion de variation d'inertie intra, une sortie importante de FactoMiner. Passons pour cela à notre première session R. Pour cette première session R, nous allons comprendre la notion de distance à partir de deux jeux de données, un jeu de données non transformé et un jeu de données transformé. Le jeu de données sur lequel nous allons d'abord travailler s'appelle rouge. Pour le comprendre, nous allons appliquer successivement 4 fonctions. La fonction summary, la fonction dim, la fonction head et la fonction callnames. La fonction summary nous permet de voir que nous avons bien affaire à un ensemble de variables quantitatives, où l'on s'aperçoit qu'ici nous avons le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum. La dimension de ce jeu de données, c'est un jeu de données de dimension 80-40. 80 consommatrices, 40 variables. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous avons bien la note donnée par la consommatrice numéro 1 pour le produit rouge mat en fonction de la texture, et cette note vaut 7. Pour le produit rouge mat toujours, et pour l'odeur, cette note vaut 7 également. Si je regarde le nom des variables de mon jeu de données, avec la fonction callnames, je m'aperçois que ces variables sont structurées suivant 8 groupes de 5 variables. Un groupe par produit, rouge mat, rose mat, prune glossy, et puis, pour chacun des produits, 5 variables hédoniques, la texture, l'odeur, le goût, la couleur et l'appréciation globale. Rappelons que notre problème est un problème de classification de consommatrices. Nous aimerions faire une classification de consommatrices et pour cela, nous allons dans un premier temps visualiser nos consommatrices. Partant d'un jeu de données quantitatif, nous allons appliquer une ACP sur notre jeu de données avec la fonction PCA de FactoMiner. Appliquons cette ACP et mettons les résultats dans un objet que l'on appelle res.pca. Puis, visualisons les individus avec la fonction plot.pca. On s'aperçoit ici que la première dimension oppose les individus 17-80 de l'individu 24. Qu'ont-ils de bien particulier? Si l'on visualise ces individus au sein de la matrice rouge, restreint aux seuls individus 17, 80, 24, on s'aperçoit que ces individus ont des façons de noter complètement différentes. Pour le produit pink glossy, brown glossy, red mat, prune mat, et pour les descripteurs odeur, appréciation globale et odeur également, on s'aperçoit que 17-80 ont donné des notes plutôt élevées, ils ont l'air d'avoir apprécié ces produits, contrairement à 24 qui lui, ou elle plutôt, a donné des notes plutôt basses. Visualisons maintenant la représentation de nos variables avec la fonction plot.pca. Comme nous pouvons le voir ici, l'ensemble des variables est corrélé positivement avec la première dimension. Ce phénomène s'appelle un effet taille. Et nous allons voir que l'interprétation de cet effet taille va nous permettre de comprendre la notion de distance entre les individus, ce qui va nous permettre de comprendre également comment auront été classifiés nos individus. En fait, l'effet taille traduit le fait que les variables de mon jeu de données sont toutes corrélées positivement.
Pour s'en convaincre, nous allons calculer la matrice des corrélations entre les variables du jeu de données rouge. Pour cela, nous utilisons la fonction core. Nous plaçons les résultats de cette fonction core dans une matrice appelée matcore, que nous allons pouvoir visualiser par bloc. Si l'on visualise les 5 premières lignes et les 5 premières colonnes de cette matrice des corrélations, nous nous apercevons que pour le produit rouge mat, l'ensemble des variables qui décrivent ce produit rouge mat, c'est-à-dire la texture, l'odeur, le goût, la couleur et l'appréciation globale, cet ensemble-là est corrélé positivement. Si l'on regarde le bloc suivant, c'est-à-dire le produit rose mat, on s'aperçoit également que les variables sont corrélées positivement. Faisons tourner maintenant notre algorithme de classification sur les résultats issus de notre ACP. Pour cela, j'appelle la fonction HCPC du package FactoMiner que j'applique au résultat res.pca. Cette fonction me propose de couper un arbre hiérarchique, et ici la coupure naturelle se fait en 4 groupes. 1, 2, 3, 4. Je peux ou non choisir de couper suivant sa proposition, et c'est ce que je vais faire ici. Où l'on s'aperçoit ici qu'on a un graphique qui me permet de représenter mes individus en fonction de mes 4 groupes de variables. Regardons maintenant la sortie issue de la fonction HCPC. Ayant mis les résultats dans un objet que j'ai appelé res.hcpc, je vais essayer de comprendre l'ensemble de ces résultats avec la fonction names. Je m'aperçois ici que le résultat type res.hcpc est composé de 5 objets: data.clust, desk.var, desk.axis, call et desk.ind. Regardons le premier objet, data.clust. Cet objet est en fait la matrice initiale à laquelle nous avons rajouté la variable de classe. Si j'applique la fonction add à cet objet, je m'aperçois ici qu'en fait, je retrouve les données initiales auxquelles j'ai rajouté la variable de classe à laquelle appartient chaque consommatrice. Maintenant, pour regarder la composition des classes, je vais faire un summary sur cet objet-là. Et je m'aperçois ici que le premier groupe est composé de 17 consommatrices, le deuxième de 26, le troisième de 19 et le quatrième de 18. Revenons à l'objet res.hcpc issu de la fonction hcpc de FactoMiner. Encore une fois, cet objet est composé de 5 objets: data.clust, desk.var, desk.axis, call et desk.ind. Intéressons-nous au deuxième objet, desk.var. Cet objet-là est en fait la description de ma variable de classe par l'ensemble de mes variables actives et illustratives. Dans un premier temps, nous avons la liste des variables qui caractérisent ma variable de classe de façon globale à travers un indicateur qu'on appelle le eta2. Donc cette liste est ici triée de la variable la plus significativement liée à ma variable de classe à la variable la moins significativement liée à ma variable de classe. Et nous avons ici à un niveau plus local une description de chacun de mes groupes par mes variables de classe. Rappelez-vous, la description d'une variable de classe au niveau local, c'est-à-dire au niveau du groupe, se fait en faisant attention à la moyenne dans la catégorie par rapport à la moyenne générale. Ici, la description du groupe numéro 3 se fait en regardant d'une part les variables pour lesquelles la moyenne dans la catégorie est supérieure à la moyenne globale et les variables pour lesquelles la moyenne dans la catégorie est inférieure à la moyenne globale. Autrement dit, pour ces consommatrices du groupe 3, pour les variables color brown glossy, overall brown glossy, color brown matte et overall brown matte, nous avons des notes moyennes dans la catégorie supérieure à la moyenne globale, et pour l'ensemble des autres variables, nous avons des notes moyennes pour la même catégorie inférieures à la moyenne globale. Si je regarde maintenant la description de mon groupe numéro 1, je m'aperçois ici que, par rapport à cette description-là, l'ensemble de mes variables est noté significativement supérieur à la moyenne pour ma catégorie. Et je m'aperçois ici que, pour mon groupe numéro 4, l'ensemble de mes variables est noté de façon significativement inférieure à la moyenne pour la catégorie-là. Autrement dit, les individus du groupe 1 sont plutôt des individus qui ont donné des bonnes notes, les individus du groupe 4 sont plutôt des individus qui ont donné de mauvaises notes. C'est l'effet de taille que nous retrouvons sur la première dimension de notre axe factoriel.
Pour cet effet de taille, d'un côté de ma première dimension, j'ai des individus qui ont donné des notes plutôt faibles, de l'autre côté de ma première dimension, j'ai des individus qui ont donné des notes plutôt élevées. Autrement dit, j'ai soit des individus qui n'ont rien aimé, soit des individus qui ont tout aimé. Et puis, entre les deux, j'ai un mélange d'individus qui a donné soit des notes faibles, soit des notes élevées, et c'est le cas par exemple du groupe numéro 3, avec des moyennes soit supérieures à la moyenne, soit inférieures à la moyenne, et c'est le cas également des individus du groupe 2, avec des moyennes pour les individus du groupe 2, soit inférieures à la moyenne, soit supérieures à la moyenne. Passons maintenant à notre jeu de données transformé. Ce jeu de données s'appelle le jeu de données rouge C. Pour cela, de même que précédemment, nous allons faire un résumé de notre jeu de données, regarder sa dimension, visualiser ses premières lignes, et enfin regarder la structure de notre jeu de données à travers le nom de ses variables. Comme on peut le voir ici à travers la fonction summary, le jeu de données est composé de variables quantitatives. Comme pour le précédent jeu de données, nous avons 80 lignes et 40 individus. Ce sont les mêmes 80 consommatrices, les mêmes variables, sauf que celles-ci ont été transformées. En fait, nous avons retiré à chacune des lignes la moyenne par consommatrice. Si je visualise les premières lignes de mon jeu de données, voilà ce que j'obtiens, et en faisant la somme pour chacune des lignes, je vais avoir 0 parce que le jeu de données, encore une fois, a été transformé en retirant la moyenne par consommatrice à chacune des lignes. La structure de mon jeu de données n'a pas changé, où je m'aperçois ici que j'ai les mêmes 8 blocs de 5 variables, un bloc par produit, chaque produit ayant été décrit sur la texture, l'odeur, le goût, la couleur et l'appréciation globale. On va voir maintenant les conséquences de notre transformation sur la distance qu'il peut y avoir entre les individus. Dans un premier temps, je vais faire tourner une ACP sur notre jeu de données rouge C. Et puis je vais visualiser mon nuage des individus. Apparemment, ce nuage des individus ressemble au nuage des individus précédents. Si je visualise maintenant mon nuage des variables, je m'aperçois que ce nuage des variables n'a plus rien à voir avec le nuage des variables précédents. Ce n'est plus du tout un effet taille comme tout à l'heure, les données ont été centrées par ligne. Rappelons que les noms de mes jeux de données est structuré en 8 blocs, un par produit. Si je regarde le nom de mon jeu de données restreint aux 5 premières colonnes, je vais simplement regarder les variables texture rouge mat, odeur rouge mat, goût rouge mat, couleur rouge mat et appréciation globale rouge mat. Je vais me servir de ce vecteur pour représenter ces seules variables dans la représentation de mes variables avec l'argument select. Je m'aperçois ici que l'ensemble de mes variables associées à rouge mat se situe dans la même moitié de mon plan factoriel. Quand je regarde le deuxième bloc qui correspond au produit rose mat, je m'aperçois qu'il en est de même. Et quand je regarde le troisième bloc, je m'aperçois que toutes les variables brown sont au même endroit. La première dimension de cette analyse ne s'interprète plus du tout comme la première dimension de l'analyse précédente. Les oppositions entre les individus ne vont donc plus être les mêmes et on s'attend à voir des modifications significatives au niveau des résultats de la classification. Regardons ce que cela donne avec notre classification. Prenons la coupure naturelle proposée par l'ordinateur et regardons surtout les résultats de la fonction HCPC. Si je passe maintenant au résultat de cette fonction HCPC, je m'aperçois que les groupes sont décrits par des variables pour lesquelles la moyenne dans le groupe est soit supérieure à la moyenne générale, soit inférieure à la moyenne générale, et non pas soit systématiquement supérieure à la moyenne générale, soit systématiquement inférieure à la moyenne générale, comme c'était les cas pour l'analyse précédente pour les groupes 1 et 4. En fait, ici, la distance entre les individus s'interprète encore une fois de façon complètement différente. Pour le groupe 1, on s'aperçoit ici que le groupe 1 est le groupe des consommatrices qui ont plutôt préféré le produit Red Glossy ou le produit Red Matte, voire également le produit Prune Glossy. Par contre, ces individus ont très peu apprécié les produits Rose Glossy et Rose Matte. En ce qui concerne les individus du groupe 2, ceux-là ont plutôt apprécié les produits Rose Matte. Enfin, pour les individus du groupe 3,
Ils ont plutôt apprécié les produits brown glossy, pink glossy et brown matte. En revanche, ils ont peu apprécié les produits prune glossy, red matte. Il faut retenir de ces deux analyses que la distance initiale induit des classifications très différentes d'une distance à l'autre. Dans un premier cas, nous étions avec une distance pour lesquelles on avait des individus qui donnaient de bonnes notes partout et pour lesquels on avait des individus qui donnaient de mauvaises notes partout. Cette distance a été transformée, nous avons centré les données par consommatrice, nous avons retiré d'un certain point de vue l'effet de la consommatrice, c'est-à-dire l'effet de la différence de notation d'une consommatrice à l'autre. Et pour cette nouvelle distance, nous comparons maintenant les consommatrices en fonction de ce qu'elles préfèrent et non plus en fonction de ce qu'elles aiment. Résumons-nous, pour la première distance, comparaison des consommatrices en fonction de ce qu'elles aiment. Pour la seconde distance, comparaison des consommatrices en fonction de ce qu'elles préfèrent. Nous allons, pour mieux comprendre cette distance et pour mieux comprendre la classification, reprendre la première analyse. La première analyse se fait sur les données brutes. Pour cette première analyse, ce que nous allons faire, c'est que nous allons comparer l'ACP de la première analyse sur les axes 2, 3, comme ici, et on s'aperçoit qu'en fait, l'ACP sur la première analyse, c'est-à-dire les données non transformées mais sur les axes 2, 3, ressemble très fortement à l'ACP et donc à la représentation des variables sur la deuxième analyse sur les données transformées. Pour s'en convaincre, nous allons représenter les blocs de variables par produit. Ici, le premier bloc de variables, où on voit encore une fois les variables associées au produit rouge mat, les variables associées au produit rose mat, et enfin les variables associées au produit brown glossy. En fait, ce qu'on vient de voir, c'est que en retirant de l'analyse l'effet taille, c'est-à-dire en ne représentant que les dimensions 2 et 3 et non plus les dimensions 1, 2, on a un résultat finalement très très proche des données centrées. Si je regarde la première analyse, à laquelle je retire l'effet taille, je m'aperçois que je vais retomber sur la deuxième analyse avec les données centrées. Comparons les deux classifications. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les résultats de ma première analyse. Et en fait, de ces résultats-là, je vais retirer la première dimension et je vais faire la classification sur les résultats de ma première analyse sans la première dimension. Regardons un peu comment ça peut se faire. Regardons les objets de res.pca. Les objets qui composent res.pca sont évidemment les coordonnées de mes individus sur mes axes factoriels. res.pca, $1, $cord. Cet ensemble de coordonnées, d'accord, ce sont les coordonnées de nos consommatrices sur chacune des dimensions. Je vais maintenant me limiter simplement aux dimensions 2 à 5, ce que je fais ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner une analyse en composante principale sur cette matrice des coordonnées de mes individus, limitée aux dimensions 2, 5, en faisant très très attention à ne pas normer les données. Attention, si je norme les données, je suis en train de gommer la variabilité associée à chacune de mes dimensions, et donc je suis en train de gommer les résultats issus de mon ACP. Résumons-nous, je fais mon ACP sur les données brutes. Une fois que j'ai fait mon ACP sur les données brutes, je retire la première dimension. Je fais, pour retirer l'effet de la première dimension, une ACP sur les résultats de mon ACP, sans cette première dimension, en faisant attention à ne pas normer mes données. Faisons tourner notre algorithme de classification sur nos axes factoriels moins la première dimension. L'ordinateur me propose une coupure naturelle en 4 classes que je choisis. Et essayons maintenant de voir comment s'interprètent ces dimensions. En fait, quand je regarde l'interprétation de mes groupes par mes variables étant des dimensions, ces résultats-là sont complètement ininterprétables. Pour pallier à ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau jeu de données que je vais appeler inter. En fait, ce nouveau jeu de données va être la concaténation de mes 4 coordonnées factorielles et de mon jeu de données initial. Ici, inter. Une fois que j'ai ce nouveau jeu de données, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner une ACP sur ce jeu de données inter en prenant comme variable quantitative supplémentaire mon jeu de données rouge
et en prenant comme variable active mes coordonnées factorielles, toujours en faisant bien attention à ne pas normer mes données. C'est ce que je fais ici. Et puis, de nouveau, je vais faire tourner mon algorithme de classification. Les résultats de ma classification ne vont pas changer, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir les interpréter à l'aide de mes variables supplémentaires qui sont dans mon jeu de données rouge. Algorithme de classification et description des classes par mes variables illustratives. Où je m'aperçois ici que, de même que pour la deuxième analyse, les classes sont décrites par des variables qui prennent soit des valeurs en moyenne supérieures à la moyenne générale, soit en moyenne des valeurs inférieures à la moyenne générale, mais non pas systématiquement des valeurs inférieures à la moyenne générale ou supérieures à la moyenne générale. Ces résultats sont en fait très très proches des résultats de la deuxième analyse avec les données centrées. Encore une fois, on s'aperçoit ici que la notion de distance va induire des résultats de ma classification. Nous allons voir maintenant comment à partir d'un même jeu de données, nous allons pouvoir obtenir des résultats de classification légèrement différents suivant le nombre d'axes factoriels que nous allons retenir pour calculer la distance entre les individus. Faisons tourner notre ACP sur le jeu de données rouge. Par défaut, le nombre de coordonnées factorielles retenues par l'ordinateur est égal au nombre de 5. Pour s'en convaincre, regardons les résultats de notre ACP. Je fais tourner mon ACP, je regarde ma matrice des coordonnées de mes individus, et je m'aperçois que l'ordinateur n'a retenu que les coordonnées pour les 5 premières dimensions. Si je regarde la dimension de cet objet-là, cet objet est de dimension 80 par 5. Maintenant, si je fais tourner ma fonction HCPC sur les résultats de mon ACP, et que j'appelle ces résultats-là res.hcpc.5, je m'aperçois que l'ordinateur me propose une classification en 4 classes que je choisis. C'est la classification que nous avons vue tout à l'heure. Que se passe-t-il maintenant si je garde l'ensemble de mes coordonnées factorielles? Je vais ici changer l'argument NCP et je vais le mettre égal à all. Donc, je vais faire tourner maintenant une nouvelle ACP en changeant l'argument nombre de composantes à retenir, que je vais mettre dans l'objet res.pca. Et quand je regarde res.pca $1 $cord, je m'aperçois que l'ordinateur a retenu toutes les dimensions. Autrement dit, je m'aperçois ici que j'ai une matrice de dimension 80.40. En fait, si je fais tourner ma fonction HCPC sur ce nouveau résultat res.pca, la distance que l'ordinateur va utiliser pour calculer sa classification va être basée sur les 40 coordonnées factorielles. Et donc les résultats de la classification vont changer. Ici, l'ordinateur me propose une classification en 3 classes, et non plus 4, comme ce que j'ai pu avoir précédemment. Encore une fois, pour une distance donnée, nous avons des résultats différents issus de ma classification. Regardons plus en détail l'objet res.hcpc.5. Cet objet est en fait constitué de différents objets, parmi lesquels un objet caché que l'on ne voit pas, et qui est l'objet call$t. Regardons ce qu'il y a dans l'objet call$t. En fait, cet objet-là est l'objet qui nous a permis de construire notre arbre de classification. Il y a une sortie de cet objet-là qui va particulièrement nous intéresser, c'est la sortie inert.gain. Que veut dire cette sortie? Faisons la somme des indicateurs associés à cette sortie-là. Où je m'aperçois ici que la somme des chiffres associés à cette sortie-là est égale à 21,51685. En fait, cette sortie correspond à la variation d'inertie intra quand je passe d'une partition de n classes à une partition en n-1 classe. Regardons maintenant ces mêmes sorties dans le cas où j'ai fait tourner mon algorithme de classification sur l'ensemble de mes coordonnées factorielles. Si je fais la somme, je m'aperçois que cette somme n'est non plus égale à 21,51, mais à 40. En fait, que se passe-t-il? Si je regarde la valeur de mes valeurs propres, issues de mon ACP, et que je fais la somme de ces valeurs propres sur l'ensemble de mes valeurs propres, je m'aperçois que ça vaut 40, c'est l'inertie totale de mon nuage de points. Et si je fais la même chose sur mes 5 premières coordonnées factorielles, je m'aperçois que j'ai 21,51, c'est l'inertie de mon nuage de points restreint aux 5 premiers axes factoriels. Autrement dit, la somme des gains d'inertie est égale à l'inertie totale de mon nuage de points,
Mais quand je suis restreint aux 5 premiers axes factoriels, c'est la restriction de l'inertie aux 5 premiers axes factoriels, c'est-à-dire 21,51. Et quand je travaille sur l'ensemble des axes factoriels, c'est 40. Voilà. Le nombre de axes factoriels va conditionner la distance entre mes individus, d'accord, et va également conditionner l'inertie de mon nuage de points. Dernière chose, on va regarder ce que c'est que la consolidation. Pour cela, nous allons faire tourner notre ACP sur le jeu de données centré, comme ceci. On va regarder l'algorithme de classification avec l'argument de consolidation et sans argument de consolidation. Comme on peut le voir ici, si je prends la coupure naturelle en 3, avec argument de consolidation, et puis, regardons maintenant ce que ça donne sans argument de consolidation. Je prends la coupure également en 3, comme ceci, et je m'aperçois qu'en fait, si je compare cette sortie-là et cette sortie-là, les individus n'appartiennent pas exactement à la même classe. Rappelons-le, la classification ascendante hiérarchique est une méthode non pas optimale, mais une méthode sous-optimale. Ça veut dire que, encore une fois, étant donné le nombre de partitions pour un ensemble d'objets, vous ne tomberez jamais sur la solution optimale. C'est une solution simplement optimale localement, c'est ce que nous avons vu dans le cours. À partir de cette solution, une fois les centres de classe déterminés, l'ordinateur fait tourner un algorithme des centres mobiles pour améliorer à la marge sa classification. Sans consolidation, à partir de la classification ascendante hiérarchique pure, et avec consolidation, en enchaînant les résultats de la classification ascendante hiérarchique, on a un nombre de classes qui nous permet de faire tourner un algorithme des centres mobiles et donc d'améliorer à la marge la partition.